Salut loser, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que toléré. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan lecture de juillet 2024. Alors tout d'abord, je suis très content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, notamment sur des formats comme ceci, pour la simple et bonne raison qu'en juillet, sur la fin du mois de juillet, il y a très très peu de choses à acheter. Et donc je suis resté 2 semaines sans rien acheter. C'est extrêmement rare, mais c'est tant mieux après la Japan Expo qui est quand même infâme niveau achat. Et pour ce bilan lecture, je suis très content parce qu'en juillet, j'ai lu, attention, tenez-vous bien, 41 tomes. Et ça, c'est sans compter les comics. Comics, je ne vous parle pas en bilan lecture. Mais je pourrais. Par quoi allons-nous commencer? Une très très belle découverte aux éditions Vega, Victor Dermo, auteur français, Diamond Little Boy, tome 1. Voilà, alors pour la petite anecdote, Victor Dermo, c'est un collègue d'Orelsan, même s'il est beaucoup plus jeune que lui. Mais il est apparu dans un ou deux clips d'Orelsan. Donc c'est un mangaka de la ville d'Orelsan, qui est euh, une ville de Bretagne dont j'ai attendez, c'est écrit dedans en plus. C'est pas Nantes, c'est Caen, voilà, Caen, bien sûr. Donc la ville de Caen. Et donc Victor Dermo nous raconte dans ce manga son adolescence. Au lycée, hein, quand il avait 15-16 ans. L'histoire évolue un petit peu. Est-ce que c'est romancé? Je ne sais pas, peut-être un peu. Lui semble dire que c'est à peu près ce qu'il s'est passé. Il raconte ses péripéties adolescentes, il y a des histoires avec un peu de drogue, avec un peu de rock and roll, pas de sexe, bizarrement. On ne nous parle pas encore de l'écriture de manga, on nous parle de rap, pas mal d'écoute de rap, des soucis d'adolescent. Il a perdu son meilleur ami. Et ça, il a bien dit que c'était la vérité, son meilleur ami est mort. Donc effectivement, ça a dû jouer pour lui. Et puis, bah, il nous raconte un petit peu ce qui lui est arrivé. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Alors, ça m'a beaucoup parlé parce que tous les chapitres déjà enfin quasiment tous les chapitres sont des morceaux de rap des années 2000, je dirais. Et c'est la période à laquelle moi j'écoutais beaucoup de rap français, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc toutes les paroles, je les connaissais, tout ce qu'il peut dire, les artistes, je les connais. Ça se passe en France, les personnages sont français. Bref, ça a été un réel plaisir de suivre une œuvre française. Voilà, ça m'a fait vraiment très très plaisir de lire ça. J'ai hâte de lire la suite. Mon Victor, il faut que tu nous sortes ça très très vite et merci à Vega de l'avoir signé en France. On continue avec le tome 29 d'Awashi, Yugo Kobayashi aux éditions Mangetsu. Sachez que le tome 40 vient de sortir tout juste au Japon. Et c'est donc le dernier de l'œuvre, Awashi. Awashi, donc notre cher Aoi, fait plus ou moins ses débuts dans l'équipe professionnelle de Tokyo, avec donc des joueurs qui sont relativement plus âgés que lui, puisque lui doit avoir à ce moment-là de l'histoire peut-être 15 ans, 16 ans peut-être maintenant, et qu'il joue notamment avec un joueur qui va bientôt prendre sa retraite, qui a, je crois, 40 ans, qui est ce personnage à la coupe de cheveux plutôt douteuse. Voilà, il apprend toujours, encore et toujours, des choses au niveau footballistique. Voilà, Awashi qui reste, à mon sens, le manga de football probablement le plus réaliste, même si évidemment, il y a quand même des choses qui font que ça reste une histoire, une romance. Je pense que les footballeurs professionnels, évidemment, n'ont pas des vies avec tant d'événements marquants, mais ça reste quand même un manga très, très soft dans tout ce qui peut être coup émotionnel, si vous voulez. Voilà, ça se lit bien, ça se lit tranquillement. On apprend à apprécier le protagoniste. C'est un manga que je suis toujours. J'ai jamais été en retard sur les lectures d'Awashi, c'est que ça doit me plaire.
Un manga sur lequel je prends un énorme plaisir, Satoru Noda, édition Kiun, Dogs Red. Dogs Red, c'est donc cette star du patinage artistique de 14 ans, de fin de collège, qui décide subitement de s'aborder sa carrière et qui va emménager chez son grand-père dans le nord du Japon, à Hokkaido, pour le lycée. Et là-bas, ce sont des grands joueurs de hockey sur glace, patinage artistique, hockey sur glace. Il n'y a qu'une seule frontière à franchir, vous l'aurez compris. Donc il va s'inscrire dans l'équipe après avoir découvert ce sport dont il ignorait tout et pour lequel il développe maintenant une grande passion. Alors il ne connaît rien au hockey, mais il a un énorme talent de patinage, de patineur artistique, donc forcément il ne laisse personne indifférent. Satoru Noda, c'est l'auteur de Golden Kamuy, le manga que vous voyez juste là, qui est un chef-d'œuvre absolu. Moi, je pense que Dogs Red prend le même chemin que son grand frère. Je vous conseille de prendre le train en marche. Voilà. Je pense que c'est tous les titres du mois, c'est probablement la série à retenir. En tout cas, c'est dans le top 3 de ce que j'ai pu lire ce mois-ci. Pas forcément ce tome en particulier, mais voilà. Dogs Red, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Vous me remercierez. Ensuite, c'est mon bébé, mais ça, je ne suis pas très comment dire, objectif. Quant à l'œuvre de Keisuke Itagaki aux éditions Meian, je veux bien sûr parler de Baki. Pour le coup, cette série, c'est la 3e, c'est Hanma Baki, Son of Ogre. Voilà, donc on parle de saison 3. Celle-ci, nous ne l'avions jamais eue en France. Je remercie grandement Meian de nous l'offrir en abonnement, avec ses magnifiques couvertures. Cette fois-ci, travaillée sur des teintes marron. Qu'est-ce qui se passe dans Hanma Baki? Principalement sur ces 4 volumes, vous allez retrouver Baki dans une prison, la prison de plus haute sécurité américaine, dans laquelle il a choisi délibérément de se faire enfermer pour y affronter Oliva, considéré comme le prisonnier le plus fort des États-Unis. Et il va faire la rencontre de quelqu'un d'autre dans cette prison. Et vous verrez, ça reste du Baki, ça reste du Itagaki dans sa splendeur. Hein. Tout est démesuré, tout est hors de contrôle. Les muscles sont hypertrophiés, notamment ceux de Oliva. À savoir qu'en fin de volume, et ça je trouve ça vraiment super, nous avons les mots d'auteur par chapitre. Voilà. Donc c'est top, tout ce qu'il avait pu dire. Et on voit qu'il provoque, alors je pense que c'est son pote, mais il provoque pas mal l'auteur de Hippo, de Hajime no Ippo, à savoir George Morikawa. Il lui propose même de faire une sorte de crossover entre Baki et Hippo, mais je crois que ça n'a jamais été fait. Morikawa a dû décliner les propositions d'Itagaki. Donc on enchaîne par le tome 139 de Hajime no Ippo, George Morikawa. Que se passe-t-il dans le tome 139 ? Vous avez Mashiba qui doit concourir pour le titre mondial. Non, pas encore. Bientôt. C'est un tome de transition, si j'ose dire. Si vous voulez, dans Hippo, il y a 2 types de tomes. Il y a les tomes de combat et les tomes de transition entre les combats. Là, on est sur de l'entraînement. On sait que deux personnages secondaires importants, donc Mashiba et le lion de la Naniwa, dont j'ai oublié le nom, Sendo, vont affronter les champions de leur catégorie, les champions mondiaux. Voilà, mais à mon avis, ce sera pour le tome 140 et les suivants. Voilà, que dire de Hajime no Ippo? Absolument rien, ça reste... C'est devenu ancré, si vous voulez, depuis 2007 dans mon paysage de lecture régulier. J'ai eu jusqu'à
6, 7 tomes de retard, et puis on les rattrape très vite. Hippo, ça se lit extrêmement vite. Certains chapitres font à peine 10 pages maintenant. Ce qui fait qu'il y en a 12, 13 par tome. Là, il y en a combien? Ah, là, il y en a que 11. Mais voilà. Morikawa, c'est vraiment embourbé dans le truc. Est-ce que ça terminera un jour? J'en sais rien. Il faudrait que ça s'arrête parce que rien n'est éternel. Et puis, je pense que on apprécierait avoir une fin. Voilà. Alors, une œuvre qui a été pour moi une découverte, puisque je ne la connaissais pas, c'est la série Crows de Hiroshi Takahashi aux éditions Dark Kana. De ce que j'ai compris, d'après notre ami Léon Brando, qui lui est fan de Crows et du genre furieux en général, Kana a fait un très bon travail. Donc nous les en remercions. Manifestement, les noms propres, que ce soit des personnages ou des lieux, sont respectés. Les autocollants semblent être de bonne facture. Voilà, c'est un manga de 1990 qui fait donc suite assez directement à Rokudenashi Blues, qui lui est de 88, mais dans un autre magazine dont nous parlerons le mois prochain, puisque ça y est. Mais de toute façon, Crows a relancé le déclic chez moi du genre Furio. J'ai toujours apprécié ça, sans réellement le savoir, mais c'est vrai que je trouve ça très plaisant de lire du Furio. Donc non, c'était vraiment sympa. Alors là, vous avez c'est Harumi comment c'est Harumi Shibuya. Bon, j'avoue que je ne sais plus les noms des personnages, mais ouais, vous avez un personnage qui débarque dans un nouveau lycée, va se révéler être relativement fort pour la bagarre, et avec un fond plutôt bon, hein. Mais c'est souvent comme ça dans ces œuvres-là, des années 90 notamment, les Shonen Junai Gumi, hein, l'œuvre qui a précédé Great Teacher Onizuka. Voilà, vous avez souvent quand même des personnages principaux qui sont sympas. Mais ouais, non, Crows, j'ai vraiment pris un plaisir à le lire. Je refeuillette un peu parce que je l'ai lu en début de mois, donc j'ai zappé quand même certains éléments. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, ils se bastonnent avec ce géant là, ils font un peu jeu égal. Mais on lui a un peu forcé la main quand même. De toute façon, dans ce genre de manga, vous avez toujours une petite bande qui tient le bahut, et puis l'outsider arrive, il met une raclée à 2-3 mecs, voire souvent au boss, et puis c'est un peu l'engrenage, quoi. Voilà, c'est un peu ça le début de Crows. Et puis voilà, faut savoir que de ce que j'ai compris, nous aurons droit aux suites. Il y a eu des suites sur Crows, notamment une que nous avions eue, dont le nom m'échappe. Free Fight, vous me direz en commentaire. Mais je crois que la suite de Crows, nous l'avions en France, et elle va sûrement être rééditée par la suite. En tout cas, Crows, très sympa, je le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu, alors là, je me suis fait plaisir, encore un petit manga de football. Cette fois, c'est B-Blues. Je n'avais pas lu les tomes 6 à 10, donc j'ai fait 6 à 15, voilà. Alors, je vais pas dire que je retire ce que j'ai dit sur Awashi, parce que B-Blues est tout aussi réaliste qu'Awashi, mais dans un style un petit peu plus désuet, je dirais, un petit peu plus enfantin, un petit peu plus lecture facile. Là ça se passe directement, réellement, dans un collège, puis dans un lycée. Non, d'abord, non, ça commence dans une école primaire. Et puis, oui, on détaille quand même un peu moins les choses, mais le manga se lit bien. Je pense qu'on s'attache plus facilement et on reconnaît plus facilement les personnages que dans Awashi, où parfois on peut avoir quand même du mal, notamment avec les noms. Ça peut être compliqué. Mais B-Blues est un manga de football qui se lit très très bien. Comment se termine le tome 15 déjà
Ah oui, ils vont entamer un match. Oui, enfin bon, on est sur des entraînements, des petits matchs. Et puis un personnage principal qui était très fort, qui a eu un accident très grave qui l'a empêché de jouer pendant 2 ans, je crois. Il s'est rééduqué, il réapprend à devenir le joueur qu'il était. Donc, et puis on nous développe des personnages secondaires très intéressants, hein. Alors là, il a intégré un lycée dans lequel il n'est pas encore dans l'équipe première, mais ça ne saurait tarder. Puis il y a un petit air Captain Tsubasa, parce que pareil, il y a un goal assez balèze, qui va sûrement lui aussi intégrer l'équipe première. Donc il l'a intégré sur la fin, parce que le gardien a eu un problème, le gardien titulaire a eu un problème. Bref, Blues, je l'avais acheté un peu par hasard, je m'étais abonné un peu par hasard, je sais que ça peut être bizarre, mais bon, je fais ça moi. Et en fait, pas du tout déçu. Ouais, beaucoup de gens m'ont posé la question sur Blues. Effectivement, ça ne paye pas de mine, mais c'est un très bon manga. Voilà. Il n'est pas spécialement bien édité, enfin je veux dire, bleu et blanc, les couvertures font pas envie. C'est vraiment pas un joli manga, mais il est très sympa. Les lectures sont prenantes. Je crois que c'est ça le but, hein. C'est est-ce qu'à la fin vous êtes fait chier sur votre lecture ou pas. Sur Biblos, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, nous passons aux éditions Lézard Noir avec Kaigo Shinzo. Et pour commencer, Hirayazumi tome 8. Bon, ça c'est le classique. Hirayazumi, je suis à jour. Je suis à jour sur Hirayazumi. Histoire de tranche de vie à la fois lycéenne et post-études secondaires, puisque nous avons à la fois affaire à une lycéenne, non, qui n'est pas lycéenne d'ailleurs, pardon, qui fait des études d'art, et son cousin qui lui travaille à la cool dans un stand de pêche. Il leur arrive des péripéties régulières, des petites histoires de vie. Voilà, on apprend à aimer les différents personnages. Il n'y a rien pas de particulier à raconter. Hirayazumi, voilà, ça pourrait durer indéfiniment, tant que c'est sympa à lire. Keigo Shinzo, il y avait une œuvre que je n'avais pas lue de sa part, c'était La Planète Verte. C'est maintenant chose faite, tome 1 à 4. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont tant tardé à nous sortir La Planète Verte, puisque La Planète Verte est une œuvre qu'il a dessinée, je crois, en 2015. Est-ce que je peux le retrouver 2013 même, vous voyez, ça a plus de 10 ans. Alors que nous avions tout le reste, il nous manquait cette œuvre-là. D'ailleurs, il nous manque peut-être d'autres choses, mais je ne crois pas. Et c'est étonnant, car c'est une œuvre superbe, c'est génial. Alors au tout début, j'ai cru que ça allait être nul, mais pas du tout, c'est du Keigo Shinzo dans toute sa grandeur. Et je vais vous le pitcher, vous allez voir que ça va être vraiment sympa. En fait, c'est l'histoire de 2 livreurs, type livreur Amazon, mais qui livrent dans l'espace. C'est un prérequis comme un autre. Et leur vaisseau s'échoue sur une planète peuplée de batraciens. Mais des batraciens à forme humanoïde, bien sûr. Et puis, voilà. Les batraciens ont l'air de bien aimer les 2 personnages, notamment le blondinet. Et puis, un jour, il se demande s'il n'y a pas d'autres humains sur la planète, et on lui répond que si. Ah, ah bon, je ne l'avais jamais dit. Avec vos faces de grenouille, là. Ah oui, parce que par contre, ils parlent tous la même langue, c'est beaucoup plus simple. Et puis, bah, il va réussir à aller voir les humains en question, qui se révèlent, ma foi, différents de ce qu'il aurait pensé, je dirais. Pour la suite, je vous laisse lire. En tout cas, c'est bourré d'action, de moments haletants. J'ai vraiment adoré lire ce manga pendant mes vacances en Sicile. Ça a été une de mes lectures en Sicile, j'avais pris les 4 tomes. Et donc vraiment, j'ai adoré. De la même manière, j'ai lu un autre manga en 4 tomes. Alors celui-ci, c'est aux éditions Saka, à savoir Casterman, de Ozui Yamazaki, à savoir Chasse aux cadavres. Ozui Yamazaki, c'est l'auteur de Kurosagi, Livraison de cadavres, qui est un manga inachevé, dont les derniers tomes en France coûtent une blinde. Moi, je les ai pas. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Peut-être parce que j'en avais ras-le-bol d'attendre la suite. Toujours est-il que l'auteur, à la fin, s'émerveille d'avoir enfin terminé une série, puisqu'il dit, la plupart du temps,
On a laissé mes séries à l'abandon, on m'a forcé en fait, hein, mes éditeurs. Et donc, vous avez Chasse aux cadavres avec un pitch, ma foi, fort sympathique, qui fait très fortement penser à un Stranger Things, c'est-à-dire que vous avez des adolescents sur un vélo qui partent en quête d'aventure, ils partent enquêter sur la disparition mystérieuse d'une de leurs collègues, camarades de classe, il y a 2 ans. Sauf qu'il faut savoir qu'ils ont à peu près 8 ans, les gamins. Donc, bon, question réalisme, on repassera, mais c'est pas grave. Et ils suivent en fait les pylônes électriques, puisque un des personnages est totalement fan de pylônes électriques, il est incollable, et ils doivent rejoindre le pylône numéro 20, je crois, pour y trouver ce qui est arrivé à leur ami, et ils tombent dans un, je vais dire, une région qui recèle différents secrets. J'ai bien aimé ce titre jusqu'à la fin qui m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé beaucoup de choses un peu faciles dans la narration. Donc c'était sympathique, mais pour moi ça s'arrêtera là, hein. C'est pas du tout un chef-d'œuvre. C'est un manga qui se lit bien, certes, mais voilà, est-ce que je l'oublierai rapidement? Fort probablement. Voilà. On enchaîne avec un manga que j'attendais depuis des années, c'est le tome 0 d'Hunter x Hunter. Il faut savoir que, bien sûr, Yoshihiro Togashi, édition Kana. Hunter x Hunter, c'est ma Madeleine à moi, c'est ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire que j'ai commencé réellement ma collection de mangas à l'âge de 15 ans, avec le tome 1 de Shaman King, et juste après le tome 1 d'Hunter x Hunter. Shaman King reste un beau souvenir pour moi, mais j'ai eu beaucoup plus d'émotions incroyables à la lecture d'Hunter x Hunter. Vraiment quelque chose que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui, peut-être parce que j'ai trop de titres, mais à cette époque où je découvrais le format manga, où vraiment j'étais émerveillé par le truc, nous avions à l'époque les 16 premiers volumes d'Hunter x Hunter, et je me rappelle, l'examen pour devenir Hunter, c'était les 5 premiers volumes. Je les avais lus assez vite en fait, j'avais le 1, voilà, je m'étais acheté le 2. Je crois que sur peut-être 2 mois, j'avais eu les 5, mais parce que j'avais Shaman King en parallèle. J'avais vraiment pris un plaisir monstre à lire ce manga, j'étais vraiment au taquet. Et j'étais vraiment fan, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pouvais vous citer tous les personnages de la Brigade Fantôme avec leur nom. D'ailleurs, mon libraire va me donner il m'a laissé choisir entre toutes les affiches de la Brigade Fantôme que Kana a sorties. J'ai hésité entre Koro, Lucifurus et Hisoka, évidemment. Mais je crois avoir choisi Hisoka parce que quand même, c'est Hisoka, quoi. Donc vous verrez bientôt l'affiche de Hisoka, normalement vendredi. Et donc, vraiment, voilà, aujourd'hui, je suis rarement fan d'un manga. Je vous dis que j'adore Baki, mais je connais pas vraiment les noms de tout le monde. À l'époque, Hunter x Hunter, je connaissais vraiment à peu près tout, sans regarder d'anime. Moi, je ne regarde pas d'anime. Et donc, Kurapika, cette personne dont on ignore le sexe, elle faisait partie d'une tribu dans laquelle ils avaient des yeux rouges. Et donc là, on nous explique un petit peu ce qui est arrivé à sa tribu, en fait. Parce que c'est la brigade fantôme, hein, qui a piqué les yeux. Là, en fait, on nous explique comment Kurapika a eu le droit de se barrer de son village, et puis ce qui est arrivé après aussi, hein. Voilà, c'est une époque où Togashi dessinait encore, et n'était pas obligé d'écrire 3 km de texte sans quasiment de dessin pour expliquer son œuvre. D'ailleurs, des textes souvent très difficiles à capter. Bon, à la fin, oui. Mais ça, c'est juste pour nous donner l'épilogue, en fait. Voilà. Donc, c'était un tome qui était sorti au cinéma dans les années 2000, 2000 combien, je sais même plus. Je pense on a eu, on a mis vraiment très longtemps à l'avoir. Je pense que beaucoup de gens se sont dit qu'on ne l'aurait jamais. J'avais résisté à le lire en scan, voilà. Je ne l'ai jamais lu en scan, puisqu'à l'époque, je lisais quelques scans, hein. Mais aujourd'hui, bien sûr, je n'en lis plus. C'est un volume qui est vendu, bien sûr, dans un coffret avec le tome 38. J'ai feuilleté le tome 38, je repasserai plus tard, hein. Il a l'air totalement indigeste, comme ont pu être les derniers tomes d'Hunter x Hunter. C'est dommage. Pour moi, Hunter x Hunter, c'est vraiment
ma plus grosse déception manga, en fait. C'était tellement bien. Je veux dire, c'était en avance sur One Piece. Aujourd'hui, si ça avait gardé le rythme, on aurait plus de 120 volumes d'Hunter x Hunter. Mais non, au lieu de ça, on a un tome 38 ouais, c'est ça, qui se surajoute, mais je sais pas où va l'histoire, je sais pas ce que ça va donner. Je fais l'effort de lire, mais je ne comprends presque plus rien. Je me souviens plus de ce qui s'est passé, tellement c'est dense, tellement il y a de textes. Voilà, sachez que je suis tristesse. Un manga que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, c'est Smile de Hattori Mitei aux éditions Villain Mangetsu. Oui, les éditions Villain Mangetsu, bien sûr. Les éditeurs qui ne terminent pas leurs œuvres. Smile, c'est cette histoire de secte infiltrée par un journaliste qui a été un petit peu relégué là, à un second plan pour introduire le flic qui lui enquête sur la secte, puisque sa mère y était quand il était gamin. Je vous ai toujours dit que j'adorais Smile, et à la lecture du tome 4, je dois dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a gonflé, et qui m'a cassé dans ma lecture, c'est que j'ai dû sans cesse retrouver à qui correspondaient les noms. En fait, j'ai de plus en plus de mal avec ces prénoms et ces noms japonais. C'est très compliqué, notamment quand parfois ils vous donnent le nom, parfois le prénom. On l'appelle par l'un, par l'autre. Alors là, c'est l'enfer quand c'est comme ça. Mais même là, en fait, notamment parce que le journaliste prend un pseudonyme quand il est dans la secte, donc il faut comprendre qu'on parle de lui quand une personne parle de lui avec son pseudo, parce qu'il le connaît sous son pseudo, ou quand on parle de lui d'une autre manière. Parfois, on nous parle de personnages du passé, des gens morts. Ça a été compliqué de bien suivre l'action, mais autrement, elle évolue toujours, on est toujours au cœur de cette secte, peut-être un peu moins sur ce tome-là. Sur ce tome-là, on nous a un peu plus raconté les histoires hors secte, je dirais, ce qui peut se passer avec les deux protagonistes principaux. Il y a une nana aussi qui est dans la secte, qui souhaite se barrer. Bref, ça reste un manga sympa, mais encore une fois, ces histoires de noms, j'ai un peu de mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Un manga que j'avais un petit peu laissé en stand-by ces derniers temps. Alors, un petit peu, hein, pas tant que ça. C'est Kingdom. Kingdom de Yasuhisa Hara. Donc, j'ai lu du tome 70 au tome 75. En fait, nous venons. Alors, techniquement, ils sortent aujourd'hui. Je tourne le 5 août. Mais moi, je les ai reçus fin juillet. Et donc, j'avais reçu ces deux-là, puis ces deux-là. Donc, ça faisait un an quand même que j'avais ceux-là. Donc, ça faisait un an que j'avais pas lu Kingdom. Je m'étais quand même enchaîné 69 tomes en quelques mois, années. Donc, j'avais envie de faire une pause. Et c'est avec plaisir que j'ai repris la lecture de Kingdom. Nous avons cette fois la fin de la guerre contre Zhao, une énième guerre contre Zhao, puis le début de la guerre contre Wei, je crois. Non. Non, pas contre Wei. Contre Anne, pardon. Alors, je me suis spoilé. Et ça y est, Qin va enfin commencer à conquérir les États et à unifier la Chine. Pour vous refaire le pitch rapide de Kingdom. Kingdom est un manga qui se passe à l'époque des royaumes combattants en Chine, environ 240-230 avant Jésus-Christ. Voilà, au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque du fameux général Li Xin qui a permis au roi Heisei de l'état de Qin d'unifier la Chine. La Chine à cette époque, c'est 7 états. Qin, l'état que nous suivons, Zhao, leur rival principal, Han, Wei, Yan, Qi et ah merde, je l'avais pourtant.
Shu et Shu. Voilà. Donc on nous développe surtout Qin, mais on nous montre à peu près tous les autres états, on nous montre les différents généraux qui existent. Les personnages sont vraiment bien romancés avec leurs particularités. C'est génial quand on a des scènes de baston, on a du macro, les armées énormes, on a du micro, des petits combats entre personnages, parfois même du 1 contre 1 dans des batailles. Ça devait réellement arriver. Et le but du roi de Qin, c'est d'unifier tous les États de la Chine pour devenir un État unique, réellement la Chine. Alors je ne me suis pas vraiment intéressé à pourquoi est-ce que c'est scindé en 7, parce que de base ils se considèrent quand même tous comme chinois, donc à la base ça devait déjà être le peuple, le royaume de Chine, ils parlent la même langue, qui a dû être scindé en 7 États. Pourquoi, je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette partie de l'histoire mondiale. Et lui cherche à unifier la Chine. Pour l'instant, nous sommes au tome 75 et rien n'est fait. Il y a eu des batailles, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Pour le coup, alors là, il y a eu, si vous voulez, on a eu une deuxième défaite d'affilée contre Zhao. C'était très plombant. Et l'auteur s'est excusé à la fin en disant « Je suis désolé, mais ça se passe réellement comme ça dans l'histoire, donc je n'ai pas pu changer. » Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, donc à partir du tome 76, alors le tome 76 vient tout juste de sortir au Japon, donc on a rattrapé l'œuvre. Mais normalement, on devrait probablement bientôt terminer l'envahissement de l'état de Han. Et sachez que ça y est, en fait, bon, je vais vous le raconter, mais moi j'ai regardé sur internet, Han c'est le premier état qui réellement se fait engloutir par Qin, mais de manière relativement pacifiste quand même. D'ailleurs on le voit là déjà, ils ont déjà piqué une ville, ils n'ont massacré personne. Le but c'est de garder la population quand même. Donc là, Han ça va se faire bientôt parce qu'on a les dates et ça correspond. Et ensuite ils vont faire progressivement les autres états, avec des états qui vont être défaits au cours de combats. Et puis au moins un état qui va juste capituler, parce que au bout d'un moment ça sert à rien. Tu te dis bah ouais, genre les armes. D'ailleurs c'est un peu leur technique avec Han. En fait ils ont proposé à une ville de ne pas du tout les envahir, enfin de ne pas du tout les maltraiter, pour peu que la ville capitule directement, et ça a été le cas. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Voilà. Mais bon, je sais pas pourquoi, à part Qin, aucun état n'a envie en fait que la Chine soit unifiée, donc bon... La lecture de Kingdom est assez dense, d'accord. Il y a énormément de textes, il y a beaucoup d'informations, mais ça reste très plaisant, hein. Le manga est très 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 beau, très très bien rythmé. C'est vraiment un petit bijou. Donc je vous conseille la lecture de Kingdom, peut-être avec les nouveaux volumes là en édition de luxe qui ont l'air d'être agrémentés de bonus, et puis qui vous permettront de reprendre le manga finalement au début, à votre rythme, plutôt que de se retaper 75 volumes. Alors moi, quand j'ai pris Kingdom en cours, il y avait déjà, je crois, peut-être 60 volumes, mais en fait, je me suis abonné et du coup, je les ai reçus un peu comme les recevaient les gens qui ont commencé au départ, et donc ça m'a pas paru aussi dense que ça. Mais voilà, chacun fera comme il voudra, mais je pense que pour avoir une belle connaissance du manga contemporain, il faut lire Kingdom. Kingdom qui aujourd'hui a 19 ans de parution. C'est sorti, ça a commencé en 2006. Donc on entame la 20e année. Aux éditions toujours Meian, Onigoroshi de Masamichi Kawabe. Donc cette histoire de mafieux, enfin d'anti-mafieux qui combattait les mafieux, qui s'est fait presque tuer, tombé dans le coma, sa femme a été tuée, sa fille, on ne sait pas, même si on sait maintenant, qui revient une vingtaine d'années plus tard pour se venger, 15 ans plus tard pour se venger d'un groupe, notamment de 5 mecs avec des masques traditionnels japonais, qui faisaient d'ailleurs les couvertures des 5 premiers volumes, et ça, c'est, si vous voulez, c'est la partie fantomatique du personnage principal. Alors, point fort, c'est un manga très 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 rythmé, très violent, beaucoup de bastons. Point faible, ça devient de plus en plus complexe de tout suivre. Alors certes, il y a plusieurs actions à plusieurs endroits, on revient parfois en arrière, bon, on le comprend, mais
Mais voilà, dans les textes, dans ce qu'il est dit, alors encore une fois, ces histoires de noms japonais sur lesquels il faut revenir, reprendre en arrière les choses. C'est là que Kengen Omega et Ashura sont très forts, puisque tous les chapitres, on remet les noms des persos en petit à côté d'eux dans un petit carré, un petit cadre. Et ça pourrait être sympa dans pas mal d'œuvres, parce que là, c'est très dense. Mais voilà, j'ai été déçu de la lecture parce que j'ai un peu perdu le fil par moment. Alors oui, quand on nous bute un personnage de manière assez violente, comme ici par exemple, on est content. Mais c'est bien aussi de comprendre l'histoire. Je veux dire, je ne suis pas en train de lire du Baki. Si je veux lire du Baki, je lis du Baki. Donc là, j'aimerais comprendre. Surtout qu'il reste encore pas mal de tomes. Hein, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être en 13 volumes, donc on a encore de la marge. Ensuite, édition Kana, de Boichi au dessin et Inagaki, Riichiro Inagaki au scénario. Alors je vais même pas dire le dernier, le sur-dernier tome de Dr. Stone, puisque c'était fini au tome 26. Ils ont décidé de faire un tome 27, qui n'est pas du tout chapitré normalement. Voilà, il y a des chapitres, c'est ça les chapitres, c'est très bizarre. Donc Dr. Stone, ce manga qui se passe à l'âge de pierre, mais au 6e millénaire. Ils vont essayer, je crois là, d'inventer une machine à voyager dans le temps, peut-être, sans y parvenir. De toute façon, ça c'est trop utopique. Totalement dispensable pour moi. Je sais pas pourquoi ils sont revenus sur le manga. J'avais perdu le fil, j'avais décroché. Hein. C'est bon, c'était fini depuis longtemps. Ils nous réimposent des persos. J'étais plus du tout dans le mood de lire ça. Voilà. Bon. Perplexe. Le petit manga sympathique, toujours Dandadan, Yokinobu Tatsu, édition Crunchy Naze, qui vont encore changer de nom, tiens. Hein, de Azuka, on passe à Kaze, puis Crunchyroll, et maintenant c'est racheté par je sais pas qui. On va encore avoir des tomes dépareillés, c'est super. Bon, je vous refais pas le pitch de Dandadan. On termine. Non, est-ce qu'on termine la partie sur. Ah oui, on termine la partie. Non, on termine pas encore le diorama, mais on nous raconte l'enfance du gamin qu'on nous a présenté comme important dans le diorama, qui va sûrement intégrer l'équipe plus tard. Le mec qui se bat avec des parapluies là. Voilà. Un manga très plaisant, bien que dégueulasse par cette espèce de calque à la Die Dark insupportable. Bref, Dandadan reste une valeur sûre, probablement le meilleur shonen de son époque. Et pour terminer, de Tsukasa Monma et Shikako aux éditions Vega. Nous avions commencé par un Vega, nous terminons par un Vega. Manchuria Opium Squad, un manga qui nous relate le trafic d'opium dans la Chine des années combien? Des années 30 peut-être, je ne sais plus. Un petit peu une petite touche de Breaking Bad avec ce gamin qui fabrique, mais pour payer des soins. Finalement, Breaking Bad, Walter White, c'était pour payer les soins de son cancer. Lui, c'est pour son petit frère et sa petite sœur qui vivent dans la misère. Mais bref, il croise sur son chemin beaucoup de gens. Et puis là, nous avons une baronne de la drogue qui n'est pas contente et qui va, à la fin du tome de mémoire, bien se faire casser la gueule, enfin. Ah oui, sauf que on voit le petit doigt bouger. Attendez, je vais vous le montrer. Elle se fait quand même fusiller par c'est Isamu. Voilà, donc là on se dit, ça y est, il a enfin gagné le Isamu. En plus, il n'est pas très très physique et il arrive à se bastonner quand même avec elle. Mais, et là c'est quand même digne d'une grande série, d'un cliffhanger, d'un bon cliffhanger. Elle est là, toute
ensanglanté, criblé de balles. Et que voit-on? Le petit doigt remué. Sous-entendu, elle reviendra. Voilà. Voilà, donc autant dire, à part 2-3 fausses notes, des tomes un peu chiants, j'ai passé un excellent mois de juillet avec d'excellentes lectures. Ça a été vraiment les lectures plaisir. Bon, je me suis peut-être forcé sur la lecture du Dr Stone, par exemple. Mais vraiment, ça s'arrête là. Sinon, j'ai vraiment lu que des tomes que j'avais réellement envie de lire. Donc, je suis très content. Et puis, mois d'août, ça continue. Je vous tease un petit peu. Qu'est-ce que j'ai commencé? Je me suis enfin décidé à faire les Roku Denashi Blues et je ne boude pas mon plaisir. Cette œuvre est géniale. Et j'ai poursuivi les Kengen Omega, notamment parce que j'avais donc 4 tomes à lire et les 4 suivants sortent là incessamment sous peu cette semaine ou la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour mes premiers achats du mois d'août.